ce à quoi, ce que tu viens de dire, et je partage tout à fait ton avis, ce à quoi il faut ajouter les manœuvres de la présidence et les manœuvres du clan Bouteflika. Ce qui complique encore plus les choses. Et les intérêts du clan Bouteflika ne recoupent pas forcément les intérêts du clan des services. Ne le recoupent pas systématiquement. Une question. Une question. Est-ce que réellement, dans cette période de 99 à 2004, oui, penses-tu que réellement en Algérie, on a vécu sous... l'Algérie avait connu deux clans. Parce que la théorie des clans, il faudrait peut-être l'éclaircir une fois pour toutes. Oui. Enfin, l'éclaircir, du moins l'expliquer. Du moins essayer de l'approcher différemment. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui justifie deux clans? Alors que ce sont ces mêmes gens au sein de l'armée ou au sein des services qui ont appuyé, qui ont ramené Bouteflika, qui l'ont installé sur un pouvoir qui était, qui m'a dit بالدارجة طيب جاهز ما تعبش السيد ما تعبش جابوه جاهز حطوه اوكي مرحبا سيدي. Il a commencé à discourir, à parler, etc., et à donner de l'espoir, faux espoir, pas espoir, faux espoir, je ne sais rien, à donner de l'espoir aux Algériens et à leur, je ne sais pas, dessiner un avenir paradisiaque. Ok. La théorie des clans dans cette période-là, parce que à travers ton explication, nous déduisons clairement qu'il y avait une sorte de lutte entre la présidence de la République et l'armée, une partie de l'armée ou une autre partie des services. D'un côté, tu dis que les services étaient au service de la présidence, qui travaillait avec lui. De l'autre côté, tu dis que les intérêts de la présidence, du clan présidentiel et les intérêts de ces services n'étaient plus les mêmes. Non, peuvent ne pas se recouper. Je ne savais pas dire qu'ils n'étaient plus les mêmes. Il y a probablement des intérêts qui sont communs, il y a des intérêts qui ne sont plus communs, qui ne sont pas communs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Par exemple. Oui. Par exemple, c'est un secret de polichinelle que, en tout cas, jusqu'à la fin du deuxième mandat, ce que j'appellerais, moi, le clan de Bouteflika, adossé essentiellement à l'Arab el-Khair et les lobbies qui tournent autour de l'Arab el-Khair, c'était des clans pro-européens, pro-français. Rafna, Bouteflika, quand l'avion met les pleins gaz, c'est pour prendre la direction de Paris, entre autres. Mais, dans la même période, l'attitude des Français vis-à-vis des services algériens, je ne parle pas de Belkhair et du clan de Belkhair, des services algériens de manière générale, je parle de Toufek, je parle de la Mali, etc. Elle était à la limite... La Mali, c'est l'état-major, c'est l'armée. Je ne parle pas de la Mali... de Smaïl. Précisons, oui, d'accord, ok. On est dans les services. D'accord. L'attitude de la France a toujours été, avec un certain nombre de pays européens, dont en particulier l'Allemagne, ça a été de mettre la pression sur les services en disant vous obéissez à Bouteflika, sinon, qu'est-ce qui se passe? On va sortir les dossiers. Entre autres les dossiers. C'est-à-dire on va revenir aux années 90. On va revenir aux années 90, on va donner la parole, et ça a été fait. Ça a été fait médiatiquement, puisque les Souaidia, les Samarawi, les Aboud avaient les plateaux de télé. Les gens les ont vus, les gens les ont écoutés. Exactement. Ils ont eu aussi la possibilité de publier des ouvrages. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr. Subhanallah. Donc il y a en même temps la pression du clan Bouteflika qui se méfie de l'armée, qui se méfie y compris des services, qui n'a de relative confiance lors du premier mandat que dans Belkhair. Que dans Belkhair. Par contre, tout ce qui est autour, Bouteflika ne fait confiance à personne. À personne. Et probablement,
qu'en sous-main, il a encouragé les Français à mettre la pression sur les services pour les rendre plus dociles, parce qu'il faisait peser la menace du TPI ou de la CPI suivant les informations qui auraient été rendues publiques par Wikileaks. Avant Wikileaks, c'est d'abord par Louisa Hanoun, qui a dit le général Zarouane m'a affirmé qu'il y a eu des choses très très graves dans les opérations menées dans la Mitidja. C'est elle qui l'a dit. Non, d'ailleurs, même à l'époque, la rumeur ou l'information, je ne sais rien, circulait, qui a été plus tard confirmée par un des câbles de Wikileaks, que Bouteflika, à chaque fois qu'il rencontrait un chef d'une puissance, en France, en Allemagne, les États-Unis, etc., apparemment, à chaque fois, il posait la problématique de l'institution militaire, des services qui, soi-disant, lui mettaient les bâtons dans les roues dans son action. Aidez-moi à me débarrasser en fait de ces gens-là. Ça c'est au conditionnel, moi j'ai pas l'information exacte. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, mais est-ce que c'était une façon de se débarrasser d'eux, de se libérer d'eux, de leur dire que je suis le chef? Je crois que c'est dans la logique même de ce que nous avions dit comme explication quant à l'arrivée de Bouteflika. L'arrivée de Bouteflika, elle signifie la mise au pas des services et l'affaiblissement de l'armée. D'accord. Ça a commencé avec Chad Ibn Jdid et ça reprend avec Bouteflika. On l'avait dit, on l'avait déjà dit. Mais c'est paradoxal, c'est terrible, c'est l'ardeur. Tu sais ce qui est paradoxal dans cette affaire? Que ça date depuis l'époque de Chadli. Oui. Mais on a constaté que depuis cette période jusqu'à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, ce sont ces mêmes gens, cette même élite des services ou au sein de l'armée qui a toujours eu la décision finale de ramener ces gens-là au pouvoir. Ils ont toujours fait pour les affaiblir, mais en fin de compte, on a bien constaté que ce sont ces gens-là qui ramenaient les présidents à la présidence. C'est un paradoxe, c'est terrible. C'est pas un paradoxe, c'est la nature du système, elle est comme ça. La nature du système, ça veut dire en fait que tout le système électoral, c'est du baratin, c'est de l'agitation, c'est du spectacle. Les choses se décident, et tu l'avais dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais il faut affiner simplement et relativiser. Ne pas de but en blanc dire, bon, Hada, il est comme ça, il est carré, il y a des nuances, tout est dans les nuances. Et dans ces nuances, peut-être que nous pourrons comprendre la logique du système qui se met en place. Sinon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accord entre le DRS et Bouteflika? Oui, il y a accord pour le maintien du système. Non, il n'y a plus d'accord parce qu'il y a un certain nombre de divergences. Quelles sont ces divergences? Bouteflika a fait le chemin pour aller vers les islamistes. Tu parles du premier mandat? Je parlais de maintenant. Ah, parce que bon, moi je voudrais qu'on suive la logique. Voilà. C'était à titre d'exemple. D'accord. On y reviendra au besoin. Bien sûr. Il est allé au bout de sa trajectoire. C'est pour ça que j'ai dit, dès le début, lui, il est sur sa trajectoire. Il n'a pas changé. Il a comme une idée fixe. Parce qu'il a une mission. C'est un chargé de mission. Une mission. Une mission, affaiblir l'armée. Par qui? C'est ça. Moi, je pense que j'aime bien que tu me le répètes. Les Saoudiens et les Émirats qui roulent pour les Occidentaux et qui roulent pour les Américains. Parce que c'est une stratégie globale. Elle n'est pas propre à l'Algérie. Il faut qu'on le comprenne. Elle n'est pas propre à l'Algérie. C'est une stratégie générale. Donc, cette mission qui a été dévolue à Bouteflika avait été dévolue avant lui à Ben Ali, le voisin, qui a fait exactement la même chose. Sauf que Ben Ali n'est pas allé vers les islamistes. Parce qu'il a pu contenir les islamistes et la société tunisienne est plus complexe et plus politisée que la société algérienne. Avec Moubarak, c'est la même chose. Moubarak aussi, il a pu plus ou moins neutraliser l'activisme politique des frères musulmans. Il les a fait amener à participer sur un terrain politique. Sur un terrain politique, il les a neutralisés. Il les a neutralisés et finalement, on a vu, y compris dans l'attitude de Moubarak, qui a
considérablement grossi les effectifs des services. J'ai entendu quelqu'un lors des événements de la place de la Libération, j'ai entendu quelqu'un un jour sur Al Jazeera dire que les services égyptiens comptent 2 500 000 membres. C'est fou. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire l'équivalent de la base du RCD en Tunisie. C'est-à-dire 2 fois la population mauritanienne. Absolument. Tu te rends compte? Non, pour 80 millions d'habitants. Tu te rends compte? Et tu vois le cas de l'Algérie aussi en termes de nombre de policiers. Oui. Avec bien sûr les ramifications de la police, etc. Nous sommes à 1 pour 12. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute. Ça fait ça. Dans la logique des États policiers. La logique des États policiers. Nous sommes dans la logique des États policiers. Parce que, quelque part, dans les stratégies qui se sont élaborées, c'était substituer les États policiers aux États militaires. C'était ça la logique. C'est pour ça qu'il y a des tiraillements encore entre Bouteflika et le DRS, et il y a des accords. Quels sont ces accords? Ce sont les accords pour museler la société, tenir la société en respect, ne pas la laisser bouger, ne pas la laisser créer la turbulence. C'est-à-dire, en fait, en un mot, ils ont créé un front contre la société, c'est ce que tu veux dire? Bien sûr, c'est évident. C'est évident. D'accord. Revenons maintenant, parce que je ne voudrais pas que tu t'étales sur le sujet maintenant. Oui. On y arrivera plus tard, oui. Pour ne pas déstabiliser l'analyse. Oui. Donc, on a essayé d'approcher un petit peu le phénomène FLN Benflis, tout ce qui s'est passé en 2003, candidature de Benflis, le FLN, etc., etc. Mais on doit revenir maintenant sur l'autre visage de l'islamisme algérien, qui est l'islamisme modéré, dit entriste, c'est-à-dire qui a toujours refusé la politique de la chaise vide, contrairement à un autre parti politique, par exemple, comme le FFS, par exemple, qui a toujours refusé, enfin, grosso modo. Mais cet islamisme incarné essentiellement par Harakat Mujtama al-Islami, c'est-à-dire Hams. Ok. Comment tu expliques les stratégies de ce mouvement qui est passé depuis les années 70 de sa nature, disons, violente, qui s'est tué pendant toute la période des années 80 parce qu'il a été substitué par un mouvement qui s'appelle le mouvement Bouhéri, qui est un mouvement plus radical, qui s'est vu, j'allais dire, renaître de ses propres cendres à partir de l'ouverture politique en 89. On a remarqué que Hamas, avec toute son organisation, avec toute son efficacité sur le terrain, avec sa base, etc., qui n'était pas forcément avec le fils, etc., il a toujours opté pas pour un entrisme politique, pour une participation, comme il l'appelle, pour un changement graduel dans le pouvoir et dans la société. Comment tu expliques l'attitude du pouvoir de 1999 à 2004? Je parle de pouvoir Bouteflika armée DRS. Comment tu expliques l'attitude face à ce type d'islamisme? C'est-à-dire un islamisme modéré qui n'a pas participé directement dans la violence et la guerre civile, etc. Au moment où le pouvoir avait besoin de négocier, de traiter, de séduire, de faire descendre, de ramener à la société les mouvements intégristes, les mouvements militarisés, les mouvements les plus violents, des GIA, du JSPC, etc., il avait en face de lui également un autre phénomène islamiste modéré. Comment tu analyses le phénomène lui-même et quelles ont été les attitudes des uns et des autres du pouvoir vis-à-vis de ce type d'islamisme et de ce type d'islamisme vis-à-vis du pouvoir? D'abord, il faut rappeler une chose, du point de vue des références, des explicitations des tendances lourdes politiques. Le mouvement Hamas revendique son appartenance et son alignement sur les frères musulmans égyptiens. Il ne le cache pas, il le dit. Il a suivi exactement la même trajectoire que les frères musulmans égyptiens. C'est-à-dire qu'il est passé de la phase violente, militarisée, à une phase d'entrisme et de participation. Il a réussi là où les frères musulmans n'ont pas réussi. Mais il a réussi comment? Il a réussi dans le fait que
il est né en même temps que les autres partis politiques au lendemain de la conflagration de 88. Cet effet de surprise, de naissance surprise, dans un cadre d'ouverture générale, lui a profité. Donc il n'a pas été victime des lourdeurs d'un passé antérieur clandestin. Donc, quand il apparaît... Même si, en fait, le phénomène lui-même, il a vécu dans la clandestinité depuis un minimum de 20 ans. Oui, à peu près. Oui. Parce qu'on voit que les figures des frères musulmans en Algérie, ils ont commencé bien avant depuis l'indépendance nationale, ils ont commencé à activer politiquement. Et dans la clandestinité, bon, ça s'explique, parce que la clandestinité était valable pour tout le monde, imposée à tout le monde. Il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, quand la mouvance radicale du fils sort au grand jour, elle radicalise malgré lui le mouvement Hamas. Et on a entendu des propos, et on a lu des textes émanant de cette mouvance qui sont des propos extrêmement violents, y compris de Sheikh Nahlah, à l'égard notamment de la société, la moralisation de la société, des femmes au foyer, un certain nombre d'arguments qui ont été développés et qu'il a soutenus. Et ensuite, il a commencé à comprendre la logique du système. La logique du système, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité et d'apparaître moins radical que son gros voisin, son voisin un peu trop turbulent, le fils, qui était appelé pratiquement à servir d'abcès de fixation et donc à concentrer sur lui essentiellement les efforts de la communauté des éradicateurs, si on peut les appeler ainsi, appuyés par l'Occident. L'Occident a beaucoup travaillé dans le discrédit du fils, parce qu'il est présenté comme un mouvement radical. L'Occident, si par exemple, je parle de l'Occident aussi bien européen qu'américain, si la mouvance islamiste qui était née en 89 avait adopté la stratégie de Hamas, elle aurait réussi.